L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure de pointe, magazine en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées et la Dépêche du Midi. Et c'est un grand plaisir de co-animer cette émission en compagnie d'Arnaud Paul. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous levons le voile sur des questions que vous entendez depuis longtemps. Le projet d'hôpital neuf à Lannes, dont le budget explose, passant de 230 à 400 millions d'euros. Où en est-on et comment expliquer cette inflation ? La fameuse double voie entre Lannes et Lourdes, promise depuis des années, on parle désormais de 2026, mais pourquoi ce retard et sera-t-elle enfin réalisée ? Nous parlerons aussi du contournement nord de Tarbes, de l'emploi, de l'économie dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que des problématiques de sécurité, avec une hausse alarmante des affaires liées aux stupéfiants et une vigilance accrue en montagne face aux imprudences. Et pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le préfet des Hautes-Pyrénées, M. Jean Salomon. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir accepté cette émission. Je vous en prie, avec grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, on va bien sûr débuter par le premier sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant pas mal d'années. C'est un projet dont on parle presque depuis plus de 20 ans. C'est un serpent de mer qui semble enfin sortir de l'eau. Le nouvel hôpital à Lannes avance à grands pas. Une enveloppe passée de 270 à 400 millions d'euros. Un permis de construire déposé d'ici fin 2025, des travaux prévus pour 2027 et une ouverture espérée en 2030. Ce chantier colossal, véritable levier pour la santé des Hautes-Pyrénées, promet une structure moderne, adaptée aux besoins du territoire et aux défis médicaux de demain. Mais les questions demeurent. Quid des conclusions de la concertation du 23 août 2024 qui révélait de nombreuses interrogations restées sans réponse ? Les 4 scénarios initiaux semblent avoir disparu, la décision semble prise. Alors malgré tout, cet hôpital va-t-il se faire ? Oui ou non ? À quel prix ? Que vont devenir les hôpitaux actuels de Tarbes et de Lourdes ? Et une question qu'on se pose, les Lourdais se posent beaucoup, c'est les urgences de Lourdes seront-elles maintenues ou sacrifiées ? Bien, beaucoup de questions. Je vous remercie. Il y a beaucoup de questions sur un sujet qui effectivement est très complexe. Et s'il n'était pas complexe, vous l'avez rappelé, c'est un sujet sans doute qui chemine dans le département. Vous avez dit 20 ans, je crois que vous avez été sympa. Oui. Je pense qu'on peut même dire 30 ans. Et ce sujet est revenu de manière très régulière. S'il avait été simple à traiter, il y aurait déjà sans doute une solution à porter sur le terrain. D'abord, il faut repartir du début. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Il faut un plateau technique de qualité sur le territoire pour pouvoir servir l'ensemble des habitants. Alors les 235 000 habitants du département, mais tous ceux qui y passent. Nous sommes à Lourdes, c'est 3,5 millions de pèlerins par an. C'est 3,5 millions de personnes qui potentiellement peuvent avoir besoin d'un hôpital. Ce sont tous les gens qui viennent à la montagne, avec toutes les pathologies associées à la montagne. Et je pense que c'est important d'avoir cet hôpital moderne sur le territoire. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été travaillés, vous l'avez évoqué, ça a été évoqué dans le cadre de la concertation. Et les deux sujets qui reviennent très régulièrement, c'est hôpital neuf ou rénovation des 2 hôpitaux existants. Alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je ne suis pas le seul, moi je suis l'État, je suis le service qui va instruire le permis de construire. Ce n'est pas nous qui portons et qui construisons l'hôpital, je ne peux pas être juge et partie. Mais sur ce sujet-là, il faut prendre les exemples qu'on connaît dans l'histoire. Et moi, l'exemple que je veux toujours donner, c'est le CHU de Limoges, pour lequel on a voulu faire une rénovation, et juste une rénovation en site occupé, c'est très complexe. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de coût, il y a un surcoût, parce qu'il faut sortir les malades de la partie qu'on rénove. Il faut imaginer, un chantier qui ne fait pas de poussière, ça n'existe pas. Donc comment on met des personnes fragiles, hospitalisées, dans un environnement alors qu'on va cloisonner ? Enfin, ça veut dire qu'il faut faire des sas, etc. C'est très compliqué. Et on se rend compte dans ces conditions-là, sachant que ni l'hôpital de Tarbes seul, ni l'hôpital de Lourdes seul n'est en capacité d'absorber l'activité de l'autre hôpital le temps des travaux, la solution qui s'est dessinée de manière assez naturelle, si on veut bien être rationnel, c'était de construire un hôpital neuf. Sur cet hôpital neuf, ça suscite un autre débat. C'est est-ce que ça va fermer tous les hôpitaux ? C'est pour ça que je suis très attaché à parler d'hôpital commun plutôt que d'hôpital unique. Parce que la sémantique hôpital unique peut laisser à penser qu'on veut fermer l'ensemble des hôpitaux du département, ce qui n'est pas le cas. On a besoin de toutes les structures hospitalières, chacune avec leur capacité, et d'un gros hôpital un peu central, hôpital commun, à Lannes, qui permettra d'accueillir toutes les infrastructures techniques dont on manque aujourd'hui, ou qu'on ne peut pas accueillir, faute de place, dans les hôpitaux existants. Donc c'est un gros chantier. Sur le coût, quand il a été annoncé enfin, avec un coût qui était à 270 millions d'euros,
C'était une première évaluation. Et dans les coûts, il faut toujours distinguer le coût des travaux, hors taxe, un peu technique, et toutes dépenses confondues. Donc aujourd'hui, l'enveloppe qui a été annoncée, parce que je pense qu'il faut le dire, qui est évaluée à 400 millions d'euros, c'est pas moi qui l'ai calculé, hein, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est une enveloppe toutes dépenses confondues. Si on prend le montant pur des travaux pour construire l'hôpital, hein, donc la structure travaux pure, c'est aux alentours de 220 millions d'euros hors taxe. Donc ça, c'est la partie, c'est le béton, c'est les revêtements, tout ça. C'est le bâtiment lui-même, on est à 220 millions hors taxe. Pour donner un ordre de grandeur aux gens, ça fait 3400 euros du mètre carré. Donc, vous pouvez aller voir les indices de la construction. On est dans l'épure d'un hôpital de cette taille-là. Il y a quand même des infrastructures techniques, des gaz médicaux, des portes, des accès, de la radiologie. Enfin voilà, c'est beaucoup de trucs. 3400 euros du mètre carré en 2024, en 2025. On est dans l'épure de la construction d'un hôpital. Il n'y a rien de très surprenant. On a affiné l'enveloppe, c'est vrai, entre une vision qui était, on va mettre l'hôpital sur ce terrain-là, au bord de la RN 21. Aujourd'hui, on a retravaillé ce sujet-là. On l'a retiré de la zone humide, parce qu'il était en partie sur une zone humide, donc on l'a décalé. Il ne touchera plus l'oppidum. On a supprimé l'accès au nord. Enfin voilà, il y a un travail qui a été fait sur les séquences éviter, réduire, compenser. Donc aujourd'hui, quand on dit 400 millions, c'est le coût maximal. Et donc il vaut mieux travailler sur cette copie-là et avoir de bonnes surprises à la fin, plutôt que de se dire on vous annonce 270 et puis il faut trouver 130 millions pour livrer dans les délais. Mais en termes d'offres de soins, alors est-ce que vraiment ça va améliorer les choses ? Déjà en nombre de lits, si on fait l'addition des lits de Lourdes et de Tarbes, on n'arrive pas à... On va perdre des lits, alors, concrètement. On perd quelques lits, hein, oui. On ne perd pas des centaines de lits, on perd une dizaine de lits, hein, ça c'est le premier point. Là où on va gagner réellement, et j'y pensais hier soir, j'étais sur la route entre Toulouse et ici, quand je vois un de mes effecteurs du SAMU qui fait la route avec toutes sirènes hurlantes pour aller de Tarbes à Toulouse, c'est qu'il n'y a pas la structure à Tarbes. Aujourd'hui, on a beaucoup de blessés graves, que ce soit la route, que ce soit le ski, qui sont évacués par hélicoptère. À chaque fois, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, aujourd'hui, ils sont pris en charge à Pau. Quand c'est grave, c'est Pau et Toulouse. À chaque fois, c'est des délais supplémentaires pour la prise en charge. Donc, on se doit d'avoir une structure avec tous les outils. On n'a pas d'urgence médico-judiciaire. Aujourd'hui, on va parler sans doute des violences faites aux femmes, des viols. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités. On n'a pas de médecin légiste à l'hôpital de Tarbes, ni à Lourdes d'ailleurs. Donc, ça nécessite d'envoyer les personnes à Toulouse. Donc, une femme victime de violence ou victime d'agression sexuelle, victime de viol, ou suspectée d'une victime de... Enfin, on suspecte avoir été victime d'un viol, on l'envoie à Toulouse. On lui fait faire 1h40 de voiture pour un examen médical. Parfois, les gens renoncent. Et ça, c'est pas admissible. Vous êtes convaincu qu'un bâtiment neuf, avec du matériel neuf, pourra être véritablement quelque chose qui va dire que les médecins auront envie de travailler dans une telle structure ? Parce que on veut un ophtalmo, on va vers Biarritz, il y en a presque tous les bouts de rue. Et les médecins cherchent aussi quelque part une qualité de vie. À part un bâtiment neuf Alors, lors de la séquence de concertation, dans les différentes réunions qu'il y a eu, il y en a eu une qui était plutôt dédiée aux soignants. Je crois que le discours a été unanime. Hein. Il y a une vraie demande. Quand on interroge des jeunes internes sur ce qu'ils recherchent, ce qui les ferait venir, c'est la recherche d'un plateau technique, c'est la recherche de spécialistes, c'est la capacité de pouvoir envoyer un patient, un médecin généraliste, qui peut envoyer un patient faire un examen pas trop loin, une radio. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, de quelqu'un qui a besoin de faire une radio EOS, qui est un système particulier. Le seul endroit où il y a aujourd'hui, c'est à l'Oncopole de Toulouse. Donc, pour faire un examen radiographique qui va durer 5 minutes, 10 avec l'interprétation, 5 avec l'attente, on fait 1h40 de voiture aller, 1h40 de voiture retour, et je ne vous parle même pas de l'empreinte carbone. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on ramène ça. Et on voit que les médecins, c'est quand on leur dit, j'ai fait le test aussi récemment sur des gens qui viennent de terminer leur internat, quand on leur dit, tiens, est-ce que vous savez qu'on cherche des médecins dans le département des Hautes-Pyrénées, peut-être qu'en 2030 on aura un bel hôpital tout neuf, c'est un beau département, le département ne manque pas d'atouts. On sent que ça bouge, et quand on a inauguré la maison de santé à Argelès-Gazost, je crois pouvoir dire que tous les médecins qui sont venus ne sont pas tous des bigourdans.
Alors, du point de vue des patients, la disparition, ou l'effacement un petit peu de Tarbes et de Lourdes, des hôpitaux, crée de l'insécurité quelque part, puisqu'il y a quand même un éloignement. Quelqu'un qui est à Gavarnie, Argelès ou à Pierrefitte, il aura 10 km, 12 km à faire en plus pour aller se faire soigner. Est-ce que vous comprenez cette crainte du point de vue des patients? Je pense que d'abord, oui, bien sûr, on comprend cette crainte, on comprend ces questions. Et on est là pour répondre à ces questions et expliquer que de toute façon, personne n'a jamais eu un hôpital à moins de 20 minutes de chez lui. Pour ça, et c'est pour moi c'est même le plus gros enjeu sur l'hôpital, c'est qu'entre maintenant et l'ouverture qu'on évalue à 2030, la mise en service opérationnelle de l'hôpital, c'est de continuer à travailler notre santé sur les territoires. Il faut que l'accès aux soins il soit gradué. Si j'ai la grippe, il faut que j'ai un médecin de ville qui me connaisse, qui sache que je ne suis pas dans mon état naturel, il y a peut-être un problème, je vais pouvoir prescrire des examens complémentaires, avec des examens qui peuvent être réalisés dans certains hôpitaux de proximité, Bagnères de Bigorre, Lannemezan, et puis qui pourrait être ensuite, si c'est plus important, aller sur l'hôpital commun de Lannes. Aujourd'hui, en fait, dire que j'éloigne en allant à Lannes, quand je suis à Tarbes et Lourdes de 12 km, moi je pense que la bonne comparaison, c'est Toulouse et Pau. Parce qu'aujourd'hui, quand les examens, je dois aller les faire à Toulouse, si je les fais à Lannes, j'ai plutôt gagné des kilomètres que je n'en ai perdu. Mais c'est une vraie question, mais il faut vraiment qu'on s'attache de manière concomitante à densifier notre présence de médecins sur les territoires, rendre nos territoires attractifs, et je remercie ce sujet-là, les élus, les privés parfois, qui se mobilisent pour ouvrir des maisons de santé, se regrouper entre médecins, offrir, libérer du temps médical aussi, parce que les médecins, ce qu'ils veulent, c'est avoir du temps médical, pas faire du secrétariat. Donc on voit bien que quand tout ça est bien pris en charge et qu'on arrive à créer cet écosystème, on attire des médecins. Vraiment, la maison de santé d'Argelès-Gazost est une très belle réussite avec plus d'une trentaine de professionnels de santé sur le même site. C'est vraiment une belle réussite. Et pourtant, les opposants à ce projet d'hôpital commun recueillent quand même des milliers de signatures, justement, pour dire l'inquiétude des gens et carrément, parfois, leur opposition. De toute façon, on ne va pas interdire l'opposition. Non, bien sûr. Je pense que c'est important que les gens puissent s'exprimer. Et puis ça nous oblige, et ça oblige l'hôpital à réfléchir, à apporter des réponses. C'est ce qui s'est fait à l'issue de la concertation. Il y avait des questions, vous l'avez évoqué, oui. Et l'hôpital a répondu très officiellement à la CNDP, à la Concertation nationale du débat public, à la Commission nationale du débat public, pour donner des éléments de réponse. Après, évidemment, c'est une phase de concertation, et la maîtrise d'ouvrage fait ses choix, librement, et les assume, et puis derrière, on rentrera dans une phase d'enquête publique, dans laquelle là aussi les gens pourront s'exprimer. On répondra, on corrigera, on ajustera. C'est pas un hôpital type planté à cet endroit-là. Aujourd'hui, dans les discussions, et quand on parle du coût, il y a aussi des évolutions par rapport au projet initial, où l'architecte met les blocs opératoires là, le plateau technique là, la radio là. Puis au fur et à mesure, on discute, ce serait mieux de le mettre là. L'accès, on préférait être comme ça. Les urgences, il faudrait peut-être les mettre ici. Bon voilà, on adapte aussi l'ensemble. On a porté ou on a intégré un projet de maison des naissances, parce que c'est une demande forte sur le territoire. C'est quelques mètres carrés qu'il faut ajouter pour permettre d'accoucher en proximité de la maternité, mais dans un environnement qui est un peu plus qui est différent. Et que vont devenir les sites actuels alors de Lourdes et de Tarbes? C'est un sujet qui est pour moi très intéressant, parce que c'est celui finalement où on a le plus de temps. Puisqu'en fait l'avenir de Tarbes et de Lourdes, on peut y réfléchir calmement. Moi je pense qu'il n'y a pas de pression, pas d'excitation particulière à nourrir là-dedans, puisque l'hôpital, quand il sera mis en service, donc on est à l'horizon 2030, il va falloir qu'il démarre, donc il y a une marche à blanc, on le fait tourner à vide, et puis un jour on considère que tout fonctionne, et là on commence à accueillir les malades à cet endroit-là, et on les accueille plus progressivement à Tarbes et Lourdes. C'est à peu près comme ça que ça va se passer. Sur Tarbes et Lourdes, on a au sein des groupes de travail que j'ai souhaité mettre en place dans le cadre du projet d'hôpital commun, un groupe de travail dédié à ces sujets-là, et tout est ouvert. On a eu... je ne veux pas divulgacher tout ce qui se dit dans ce groupe de travail, mais très intéressant, parce qu'on a plein de choses en fonction de la structure du bâtiment. Par exemple, sur l'hôpital, sur le site de la GESP, on se dit qu'il y a une partie qui pourrait être désimperméabilisée, retirer des parkings, du bitume, et recréer des espaces naturels. Voilà, pour compenser ce qu'on va consommer sur le site de Lannes. Il y a des réflexions autour du logement des internes.
loger des internes. Il y avait une réflexion, vous savez qu'on cherche un terrain pour le commissariat. Je dis peut-être que le commissariat pourrait être ici. Il y a une vraie question aussi dès maintenant sur ce qu'il faut faire sur le bâtiment de la GESP pour le rendre accessible, parce que le bâtiment de la GESP, il a quand même plus de 50 ans. Oui. Et aujourd'hui, quand on va faire un diagnostic amiante, quand on va faire un diagnostic plomb, on va se rendre compte qu'il y a des frais engagés. Donc là aussi, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, quelles activités, est-ce qu'on met du sanitaire, est-ce qu'on fait du logement, est-ce qu'on fait du commerce, est-ce qu'on fait un centre de santé. Mais dans les locaux actuels, ou ça voudrait dire aujourd'hui, la déconstruction? Ça pourrait être dans les locaux actuels, ça peut être de la déconstruction, ça peut être une réhabilitation, mais pas pour faire du sanitaire, parce que les normes sont très fortes. Enfin, il y aura de toute façon, sur ce bâtiment-là, je le pense, un volet de dépollution. Voilà, ne serait-ce que pour enlever les tuyaux qui servent à rien, remettre un peu à niveau le bâtiment, qui a quand même un style particulier. Sur Lourdes, là on est en cœur de ville, donc les questions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une partie du bâtiment qui est classée. Donc le maire de Lourdes a des idées, elles ont été soumises au groupe de travail, et on essaye d'avancer aussi là-dessus, sur un petit projet. Alors ça pourrait être un musée autour de l'ancien hospice, pour la partie la plus ancienne. Ouais. Ça peut être un travail, là aussi, logement, accueil. Il y a plein de choses. Enfin, vraiment, aujourd'hui on est en 2025. Les travaux ne commenceront qu'en 2030. Les urgences à Lourdes vont-elles rester ou pas? Alors aujourd'hui, cette question n'a pas été posée comme ça. Parce que s'il y a le nouvel hôpital, il n'y a plus d'urgence à travailler à Lourdes. De toute façon, si des urgences, c'est adossé, il y a des règles pour des urgences. Le labo. Il faut un labo, il faut être adossé à un service d'imagerie. Oui. Donc il est possible qu'à l'ouverture de l'hôpital en 2030, les urgences qui ont été dimensionnées pour couvrir les deux hôpitaux soient les seules urgences, remplacent les urgences de l'hôpital de Tarbes et de Lourdes. Et vous évoquez justement les pèlerins. Alors, il y a pas mal de malades, justement, parmi les pèlerins. Est-ce qu'il ne faut pas un premier échelon à Lourdes, justement, pour peut-être une première prise en charge rapide, j'allais dire? Aujourd'hui, sur les pèlerins, donc à Lourdes, alors si on se met en plus avec le contournement d'AD mis en place, on va aussi rapprocher, en termes de temps de transport, Lourdes de l'hôpital de Lannes. Mais très clairement, quelqu'un qui sera en situation de détresse, de toute façon, on le prend en charge directement sur site. C'est le principe des urgences en France. Donc le SAMU se déplace. Et après, il y a le délai de transport pour aller à l'hôpital de Lannes. La différence est quand même ténue entre Lourdes et Lannes en termes de temps de prise en charge, puisqu'il y aura de toute façon un médecin sur place. C'est plus la question de comment on renforce nos effecteurs SAMU dans les années à venir pour faire face à la particularité de Lourdes, plus que l'hôpital. Alors c'est vrai que quand on discute avec les directeurs de pèlerinage, souvent lorsqu'il y a des malaises dans les hôtels ou même au cœur même du sanctuaire, le temps que effectivement les pompiers arrivent, qu'ils fassent les premières constantes, les directeurs de pèlerinage montent à pied et sont déjà aux urgences, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue souvent, puisqu'on accueille le monde entier. Et c'est vrai que là, d'éloigner ces premières urgences sur Lannes, ça peut poser problème aux directeurs de pèlerinage qui sont quelque part piétons. Ils sont arrivés soit par bus, ils sont arrivés par train, ils sont arrivés par avion, mais ils sont piétons. Comment on va faire pour que, arrivé à Lannes, il y ait quelqu'un du pèlerinage, un responsable, qui puisse peut-être faire l'interprète ou expliquer ce qui se passe? Là vous l'avez dit d'ailleurs, l'organisateur d'un pèlerinage, il est un peu responsable de son groupe. Parfois, il y a des médecins dans le groupe aussi. Il faut, aujourd'hui, tous les malaises n'ont pas vocation à finir aux urgences. Oui. Et là aussi, on repose la question de notre couverture sanitaire. Si nos urgences, si aujourd'hui on ne raisonne que par les urgences, c'est parce qu'on a un déficit patent de médecins sur nos territoires. Mais il y a beaucoup de choses, quand vous allez aux urgences de Lourdes ou vous allez aux urgences de Tarbes et même aux urgences de Bagnères, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent en fait au départ de la médecine de ville. Voilà, il n'y a pas que du traumatisme, il n'y a pas que des arrêts cardiaques, il n'y a pas que des AVC. Vous avez aussi des syndromes grippaux où les gens, il n'y a plus de médecins, ils n'ont plus de médecins traitants, ils n'ont plus de médecins de famille, ce qu'on appelait le médecin de famille. Donc quand il y a une détresse, une inquiétude, ils appellent le 15. Le 15 demande de passer aux urgences et ça vient aux urgences. Mais c'est vrai qu'il faut quand l'hôpital de Lannes verra le jour, ou sera ouvert opérationnellement, je pense qu'il faudra vraiment qu'on ait travaillé cette structure de territoire. Puis les gens viendront en pèlerinage à Lourdes, puis on leur dira, voilà, les urgences, l'hôpital le plus proche, c'est Lannes. Et peut-être dans 50 ans, tout le monde aura fait dans son environnement que l'hôpital, il est à Lannes. Et puis c'est comme ça. Comme partout ailleurs. Moi, quand je vais en vacances dans la Sarthe, on me dit l'hôpital, il est à la Flèche, il est à tel endroit. Je ne me demande pas, tiens, et l'hôpital avant, il était où? Donc on me dit, il est là, les urgences sont là, et puis si
Si j'ai un problème, j'appelle SOS médecin. Et est-ce que cette nouvelle structure permettrait d'arrêter la perte de substances qu'on constate malheureusement à l'hôpital de Tarbes notamment? Par exemple, les médecines nucléaires a déménagé à Pau. Enfin, c'est Pau qui a récupéré. Non, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un hôpital qui a tous les services. Voilà. C'est vraiment un outil structurant de territoire avec toujours derrière des paramédicaux, des médecins, des infirmiers, tout ce qu'on connaît sur nos territoires pour apporter au bon endroit, au bon moment ce dont on a besoin. Et dès que c'est grave, effectivement, ça a vocation à aller à un hôpital qui a tous les services. Si on vous amène à l'hôpital de Tarbes, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'en fonction de la pathologie, on vous dit maintenant, il faut aller à Toulouse, là aussi, c'est un transport secondaire. Moi, je me mets à la place. C'est le scénario souvent que je garde à l'esprit. Je prends quelqu'un, ce qui est arrivé là chez nous, quelqu'un qui se blesse gravement en montagne. Il n'est pas du territoire. Il est venu en vacances dans les Hautes-Pyrénées. Il se casse la figure en faisant du hors-piste. Il se casse un fémur. C'est très grave. On décide que le bloc, c'est Toulouse. Donc il va se faire le temps de transport de la station de montagne jusqu'à Toulouse. Sa famille, elle est venue en train plus bus. Elle n'a pas de voiture. On va lui dire on se retrouve à l'hôpital de Toulouse. Les gens, ils ne connaissent pas forcément. Ils ne savent pas où est l'hôpital. C'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à rapprocher cet écosystème avec au cœur du réacteur un hôpital commun qui aujourd'hui, c'est le résultat des discussions de la concertation, est porté par l'hôpital pour être à Lannes. Ce que j'appelle moi des satellites, donc c'est nos hôpitaux de proximité. Alors aujourd'hui c'est Bagnères, c'est Lannemezan, c'est les structures qui sont mises en place ponctuellement pendant la saison de ski dans les stations, avec un médecin, une ambulance. Voilà, c'est tout cet écosystème qu'il faut qu'on articule de la médecine de ville. Et c'est ça qui va aussi contribuer, renforcer l'attractivité. Notre département est attractif, mais qui va renforcer, parce que quand les gens vont venir en se disant, les écoles, c'est quoi? L'environnement, très bien, parfait, c'est beau, on respire un bon air pur, l'air des montagnes, il y a de belles entreprises, il y a du boulot, il y a des transports. J'ai un hôpital, je vais avoir une structure hospitalière, je trouve des médecins, il y a des infirmiers, des kinés, des ophtalmos, tout ce qu'on veut, voilà. Là, on voit que c'est ça que les gens attendent en fait du territoire et la fibre. Et on a un département qui est 100% fibré. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment pour que des médecins viennent ici s'installer. Tout ce qui manque, tout ce que vous dites, c'est vraiment l'état du bâtiment vétuste de Tarbes et de Lourdes qui ferait que les médecins ne viennent pas. Je ne peux pas parler pour les médecins. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que les médecins ne viennent pas. Mais ce qui est certain, c'est que si on offre une structure moderne avec tous les outils, c'est plus attractif. Mais c'est hypothétique. On fait toujours un pari là-dessus. On peut imaginer plein de choses. Après, on peut continuer à rien faire. On peut aussi raisonner par l'absurde, se dire, on relance à partir de maintenant une réhabilitation des 2 hôpitaux en site occupé. Faut bien que les gens intègrent ça, en site occupé. Je le dis en plaisantant, mais je pense pas être très loin de la vérité. Il se posera la question de est-ce qu'on commence par Tarbes? Est-ce qu'on commence par Lourdes? Et là, ça nécessitera aussi des arbitrages. Quel est celui qui peut accueillir? Comment j'accueille les patients qui allaient à Tarbes? Comment je les accueille à Lourdes? Donc tout à l'heure, on disait on éloigne les gens de 12 km. Là, on les éloigne de 25. Puisqu'il va falloir les emmener plus loin. Pour un service qui sera le même qu'aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas fait les travaux, l'hôpital qui va assurer la permanence pendant le temps des travaux de l'autre, il n'est pas dimensionné pour recevoir le double et il ne sera pas modernisé. Et donc là, on repart. Moi, je ne suis pas originaire du département, mais j'ai à cœur de servir ces habitants et ce département. Dans 30 ans, dans 40 ans, vous recevrez mon lointain successeur qui vous dira que ça démarrera peut-être en 2045. Et pendant ce temps-là, je fais le pari que la santé continuera à se dégrader sur le territoire. Et on ne peut pas rester comme ça, l'arme au pied, à ne rien faire. Donc il faut avancer sur ce Et est-ce que ce scénario de rénovation a été chiffré? Alors il a été chiffré, je n'ai pas les chiffres là tout de suite. Il avait été chiffré, il est dans le dossier qui a été remis au début de la concertation. Alors évidemment, et c'est de bonne guerre, ceux qui sont contre contestent les chiffres qui ont été donnés. Mais aujourd'hui, il faut, je vous dis, réhabiliter un hôpital. L'hôpital de Limoges, le CHU de Limoges, sa seule mise en sécurité. Je ne vous parle pas de rénover tout le plateau technique, c'était pas de la peinture, c'était juste la sécurité incendie. Je vais à l'hôpital pour me faire soigner, je n'y meurs pas dans un incendie. C'est 100 millions d'euros. Voilà, et ayons à l'esprit ça, c'est sans le volet santé.
Une dernière question sur l'hôpital. On voit que l'ambulatoire, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a un nombre de lits qui a été réduit entre les deux hôpitaux. Effectivement, si on additionne de Tarbes et Lourdes, on ne tombe pas sur le résultat de l'addition parfaite avec l'âne. On s'aperçoit qu'en 2015, c'était 44% et en objectif 2030, 65% dans l'ambulatoire. Or, dans notre population, qui est très vieillissante, dans quelques années, vers 2040 ou 2050, pratiquement un habitant des Hautes-Pyrénées aura plus de 65 ans. Je l'ai lu sur un de vos rapports. L'ambulatoire, les personnes âgées, est-ce que c'est compatible ? Moi, j'en ai fait malheureusement, excusez-moi, le test avec mon père qui a dû se faire une petite intervention sur le cœur. Ils sont passés par l'artère fémorale. Arrivé le matin, enlevé le soir, et le soir aux urgences absolues parce que mon père à 89 ans aurait dû être pris en charge plus longtemps qu'en ambulatoire. Alors, là aussi, je ne suis pas médecin, mais les techniques aujourd'hui, les techniques évoluent. Donc, de moins en moins invasives. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour intervenir sur le cœur, on peut passer par la fémorale. Oui. Avant, on avait tendance à ouvrir, donc on voit bien que les choses ont évolué. Donc, c'est moins invasif, et donc, ce n'est pas un objectif en soi, mais on limite, ça limite le temps d'intervention, le temps d'immobilisation. Et donc, il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent de travailler sur l'ambulatoire, c'est-à-dire une hospitalisation effectivement dans la journée. Vous arrivez à jeun le matin et vous repartez le soir, une fois qu'on a vérifié que les données principales, vitales, étaient bonnes. Ça n'empêche pas, évidemment, mais il y avait déjà ça avant. Je veux dire, parfois, on restait 4 jours à l'hôpital, il ne se passait rien, et puis tant mieux. Et puis parfois, au 2e jour, au 3e jour, il y avait quelque chose, et puis on était content d'être à l'hôpital. Bon, l'ambulatoire, c'est pas l'alpha et l'oméga. Après, ce qu'il faut aussi, c'est s'assurer, là aussi, avec un hôpital qui est capable de réaccueillir assez vite parce qu'il est en proximité, de se dire, je suis capable d'acheminer un malade le matin, ramener le soir, et s'il y a un problème, de le reprendre tout de suite dans la boucle, avec tout un système de transport, c'est le sujet des transports sanitaires, sur lequel on a aussi travaillé, parce que c'était souvent les pompiers qui se retrouvaient à faire ça, donc on a aussi avancé là-dessus. Après, les pathologies, enfin vous disiez les gens ont plus de 65 ans, effectivement, et plus on vit... C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que notre système de santé s'améliore, donc on vit plus longtemps, et on vit plus longtemps en bonne santé, et forcément le jour où ça se dégrade, on a quand même, évidemment, à 89 ans, on est plus fragile qu'on ne l'est à 40 ans, mais vous pouvez aussi perdre subitement quelqu'un de votre famille à l'âge de 50 ans, et c'est terrible, mais il faut absolument qu'on... C'est pour ça que moi je parle plutôt d'un écosystème. Il ne faut pas focaliser sur l'outil hôpital, c'est l'ensemble de l'écosystème pour moi qui est important. L'ambulatoire, c'est lié à l'évolution des techniques. Je pense qu'on est tous contents, enfin moi en tout cas, quand il n'y a pas d'effet indésirable a posteriori, mais se dire aujourd'hui, je rentre pour une célioscopie le matin, je sors le soir, on m'a enlevé ce qu'on m'avait enlevé, ou on a fait les examens qu'on avait à faire, bon, c'est quand même plus sympa pour tout le monde que rester 5 jours à l'hôpital, avec des visites limitées. Voilà. Pour terminer donc, ce nouvel hôpital, 2030, devrait voir le jour. Donc c'est l'objectif avec juste un point de correction, mais c'est du détail, mais je le fais quand même. Oui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt une signature de permis de construire début 2026. Puisqu'on veut boucler correctement toutes les études, l'enquête publique, etc. Je pense que là-dessus, et ça rejoint un peu les opposants, je ne suis pas forcément, pour reprendre le mot d'une femme célèbre de Lourdes, nous on n'est pas là pour qu'on convainque les gens, on est juste là pour le dire. Mais l'idée, c'est vraiment de porter ce message, de porter ce projet, de ne pas aller trop vite pour donner l'impression qu'on ne veut pas écouter les gens. On les écoute réellement, on essaye d'apporter des réponses. Après, on ne convaincra pas tout le monde, sinon je vais être très déçu. Mais l'objectif, c'est de faire étape par étape, de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose de propre, de faire quelque chose de légal. Voilà. Voilà pour cet hôpital. On va continuer avec le loup, Arnaud. Oui, alors monsieur le préfet, le loup, le prédateur, a fait son retour dans les Hautes-Pyrénées, plus particulièrement à Gos-Vidalos, où il a été filmé. Il a attaqué un troupeau, il a tué 2 brebis, il en a blessé 3. Il s'est montré apparemment menaçant autour d'une bergerie. Est-ce que vous avez pu identifier l'animal ? Comment ça se passe du côté des services de l'État ? Alors aujourd'hui, dès qu'on a un signalement, et c'est ce qu'on a mis en place depuis 2022, dès qu'on a un signalement d'un animal, alors que ce soit le loup ou l'ours,
Et dès qu'on a des éléments, on essaye de faire des prélèvements. Donc en général, c'est des prélèvements sur des selles ou des poils, de manière à pouvoir avoir l'ADN et tracer. Donc grâce à ce travail-là, l'Office français de la biodiversité, qui a des spécialistes, vraiment des gens qui maîtrisent parfaitement le sujet loup, nous assure qu'on a 2 spécimens, en fait 2 animaux, 2 individus, qui naviguent entre notre département et les Pyrénées-Atlantiques. Le loup qui a été vu à Agos-Vidalos, pour l'instant, n'a pas été identifié, en tout cas spécifié, pour dire que c'était l'un des 2, un troisième. Aujourd'hui, on ne sait pas, donc ça, le travail va se poursuivre. Après, je suis pour une transparence totale sur ce sujet-là. Donc il ne s'agit pas de dire c'est un chien, on voit bien que, en tout cas, c'est un loup, ça ressemble quand même beaucoup à un loup. On a donné les éléments à l'OFB qui a dit qu'effectivement c'était un loup. Il a attaqué, on ne peut pas le nier, l'agriculteur, l'éleveur n'y est absolument pour rien. Et notre travail, c'est de faire en sorte que le prédateur loup, qui sait que son prédateur est l'homme, on l'éloigne. Et c'était l'objectif des tirs de défense simples que j'ai autorisés mais qui n'ont pas été demandés et donc pas mis en œuvre. C'est d'éloigner l'animal. Mais vraiment, le message que je voudrais passer là, puisque j'en ai l'occasion, ne tapons pas sur cet éleveur. Oui, je trouve ça inadmissible, oui. je le dis, inadmissible, scandaleux, j'allais dire presque inhumain, de passer devant chez cet éleveur, de proférer des menaces, de faire du bruit, de troubler sa quiétude sur quelqu'un qui est déjà profondément blessé parce qu'attaqué dans son outil de travail. Voilà, il faut absolument que les gens soient responsables. Il y a des lois, on les respecte, on ne fait pas n'importe quoi. Le loup est protégé par la Convention de Berne, donc on ne peut pas le tirer, le tuer comme on veut. C'est très encadré. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut faire un procès d'intention à cet éleveur, qui est plutôt victime de la prédation, plutôt que quelqu'un d'anti-loup. C'est pas le sujet. Il a quand même déposé plainte puisqu'il a été menacé, et sa famille a été menacée, son exploitation a été menacée. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une évolution là des mentalités Je vais être très dur, mais je pense en tout cas, ceux qui se comportent comme ça ont perdu une forme de raison. Voilà. Est-ce que s'il nous arrivait quelque chose, quel que soit le sujet, dont on est victime, on apprécierait de se faire insulter, klaxonner sa famille? Enfin, je trouve ça, vraiment, je le redis, c'est inadmissible. Et on a encouragé cet éleveur à porter plainte. La justice, maintenant, va faire son travail. Les gens, on ne peut pas impunément, je crois que l'utilisation des réseaux sociaux, de l'anonymat, des pseudos, a libéré, hélas, une forme de parole non maîtrisée, non contrôlée, qui laisserait penser qu'on peut dire tout et n'importe quoi, parce qu'on est caché derrière 3 lettres, 2 chiffres, et qu'on pense qu'on ne va pas nous retrouver. Aujourd'hui, on a des services d'enquête. Sur ce sujet-là, en tout cas, la procureure a l'opportunité des poursuites, donc on verra si elle poursuit à partir des éléments qui ont été collectés par la gendarmerie nationale. Mais en tout cas, je le répète, faisons preuve d'empathie pour cet éleveur, pour nos éleveurs qui font un métier difficile, qui sont là pour nous nourrir. Voilà. Faisons preuve d'empathie plutôt que d'insultes et de comportements complètement désinhibés. D'accord. À votre connaissance, le loup n'est pas revenu? Non. Depuis, en tout cas... depuis que j'ai autorisé les tirs de défense simples, qui n'ont pas été demandés et pas mis en œuvre, le loup n'a pas été revu, mais comme les gens faisaient du bruit autour, il est parti. Enfin, l'animal c'est un animal intelligent, donc à partir du moment où il sent que son prédateur, l'homme, commence à s'agiter, il va voir ailleurs. C'est un animal qui parcourt de très longues distances, donc ça se trouve, il est bien loin de la propriété actuellement. Voilà pour le loup. On va parler d'un autre sujet. On parlait tout à l'heure de l'hôpital qui date depuis des années. Alors, il y a un sujet qui date encore de plus longtemps. C'est la fin du tronçon entre le Marquisat, Lannes et Lourdes de la 2 fois 2 voies de la RN 21. C'est un projet en suspens depuis plus de 20 ans. Une facture qui atteint désormais 76 millions d'euros. Et à l'arrivée, 8 minutes de trajet gagnées. La 2 fois 2 voies entre Lannes et Lourdes soulève des questions. Alors que certains riverains s'opposent à cette infrastructure, elle est pourtant jugée cruciale pour désenclaver Lourdes et préparer l'arrivée du nouvel hôpital à Lannes. Alors pourquoi une telle attente et ce prolongement va-t-il enfin voir le jour? Alors, c'est un projet qui a 23 ans. Voilà, première évocation du contournement d'AD, c'est 2002. 23 ans, c'est long, et ça explique peut-être le surcoût.
Je vais pas me prendre pour Monsieur de La Fontaine et vous réciter la fable du héron, mais si on avait dès 2002 enclenché la marche avant, il y a fort à parier que ça n'aurait pas coûté 76 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on y est. C'est inscrit au volet mobilité du contrat de plan État-région. Les financements sont bouclés. Les engagements avaient été pris. Alors, évoqués en 2002, renouvelés en 2012, signés en 2022 par le Premier ministre Jean Castex. Donc, les choses, aujourd'hui, c'est signé dans le contrat de plan État-région. Chacun sait la part qu'il prend. La maîtrise d'ouvrage est sur le dossier. L'enquête publique devrait démarrer avant la fin de l'année 2025, ce qui permettra à tout le monde de s'exprimer. Et l'objectif, c'est de démarrer, marché public passé, les travaux en 2026. C'est un projet qui est cohérent, en tout cas, par rapport aux aménagements généraux. Aujourd'hui, d'abord, en termes de fluidité de la circulation, on passe d'une 2 fois 2 voies quand on arrive de Tarbes à la réduction des gens, je l'ai encore fait l'expérience ce matin, qui ont tendance à griller le stop quand on passe dans la zone A80, des gens qui ont du mal sans doute avec les chiffres 80, 70, il suffit juste de vérifier que c'est en adéquation avec le compteur, et les conditions de circulation. La traversée d'Adé, le maire d'Adé, je crois, s'est exprimé récemment sur le sujet, et effectivement, il y a alors, je vais mettre des guillemets, mais il y a un collectif qui s'est exprimé, qui m'a écrit très récemment, après s'être d'abord exprimé dans la presse, donc je rappelle que quand on veut s'adresser au préfet, on peut m'écrire, on peut solliciter un rendez-vous. Après, quand on est un collectif, il faut se structurer. Donc moi, je ne reçois pas juste une personne qui se proclame un collectif, je ne sais pas combien ils sont exactement dedans. En tout cas, quand je lis les journaux, je vois bien qu'en tout cas, les habitants d'Adé ont l'air quand même majoritairement d'en avoir assez qu'on traverse leur ville à vive allure. Il y a quand même des remarques générales qui sont plutôt dans le sens d'avancer sur ce sujet. Et l'objectif aussi, c'est de bien desservir notre futur hôpital commun de Lannes en améliorant les flux de circulation, qu'on arrive de Lourdes, et puis de Tarbes, c'est déjà le cas. Donc, ça me semble bien cohérent, en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on vers va vers la fin de ce tronçon. Je vous le confirme, la maîtrise d'ouvrage est engagée sur le sujet, c'est une maîtrise d'ouvrage État. C'est porté, on est à la phase d'instruction, l'enquête publique démarrera avant la fin d'année 2025. Donc le collectif, les gens pas contents, les gens contents, aussi message que je passe, les enquêtes publiques, c'est pas réservé qu'aux gens qui sont contre. Tout le monde peut poser une question, tout le monde peut s'exprimer, et le commissaire enquêteur, il peut aussi faire, il y a des gens qui sont venus, qui ont posé des questions sur où ça passait, où serait le demi-échangeur, etc. Mais on a le droit aussi, dans une enquête publique, de dire qu'on est pour. Voilà. Et les pétitions, et les gens qui sont contre, moi j'aime bien avoir la liste des noms. Tout à l'heure, je ne suis pas revenu dessus, mais on en parlait pour l'hôpital. Quand j'ai reçu, le collectif m'avait remis les pétitions des gens qui étaient contre l'hôpital. Et pour la rénovation, non pas que j'ai que ça à faire, mais c'est toujours intéressant de survoler la liste des signataires. Je dois avouer qu'il n'y avait pas que des bigourdans. Alors ça montre bien l'attractivité de notre département. Il y a des gens qui viennent de partout, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément capables de situer Lannes sur une carte. Est-ce que c'est l'hôpital qui quand même booste ce projet, puisque on dit que voilà, un des reproches c'est d'éloigner la population de l'hôpital. Est-ce que enfin cette 2 fois 2 voies qui ferait gagner du temps au secours pour aller jusqu'à l'hôpital de Lannes, est-ce que vraiment c'est l'hôpital qui booste ce projet? Alors c'était, je veux dire, c'est les deux choses ont avancé un peu en parallèle, mais on est. Alors, quand je vais au Pic du Midi, on me dit que ça arrive jamais l'alignement des planètes, mais il paraît que c'est le cas en ce moment sur 3 planètes. Parfois, il y a des choses qui s'alignent. Je pense que là, on y est. L'hôpital, on voit 2030. Les travaux, si on démarre les travaux en 2026, comme on le prévoit, la mise à 2 fois 2 voies, le tronçon manquant sera fini pour 2030. Donc, on aura un ensemble cohérent, parce qu'effectivement, on nous aurait reproché, à juste titre, si l'hôpital était mal desservi. Si on avait un hôpital au milieu de nulle part desservi par un chemin vicinal, on dirait, mais qu'avez-vous fait? Donc l'objectif, c'est que tout ça s'aligne, ce qui nécessite, et je veux rendre hommage à mes équipes, au service de l'hôpital, aux équipes du conseil départemental, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de travail technique, pour aligner tous ces chantiers qui ne sont pas portés par le même maître d'ouvrage, pour réussir à la fin à offrir à notre territoire un hôpital. Moi, je rencontre des gens qui me disent qu'il faut cet hôpital. Il y avait un commentaire que j'ai lu hier sur le site de la Dépêche de quelqu'un qui disait, voilà, maintenant, est-ce que le débat, c'est ça ou ça? Il y a des choix qui sont faits, avançons, faisons un hôpital, on en a besoin. Le conseil départemental et la région va financer, va participer autour de 17,5 millions d'euros chacun.
comment ça se fait qu'une route nationale qui est compétence État, ce soit encore les territoriaux qui mettent la main à la poche? Alors aujourd'hui, sur ce sujet-là, d'abord c'est un protocole, donc on est tous d'accord pour dire que l'État finance, la région finance, le département finance, parce que c'est une infrastructure qui profite à tout le monde. C'est un peu comme les gorges de Luz. Les gorges de Luz, quand il faut mettre la route en sécurité, ça tombe toujours sur la commune de, je crois que c'est Chaize. Donc moi j'ai demandé à ce qu'on les rebaptise les gorges de Chaize. Parce qu'en fait c'est Chaize qui a assuré la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux, alors avec une aide substantielle de l'État, avec le département est toujours venu en renfort là-dessus. Mais on voit bien, alors que c'est une route qui dessert toute cette vallée de Luz. Donc tout le monde est concerné, donc il faut un peu de solidarité. Cette route-là, aujourd'hui, elle s'appelle route nationale, effectivement, mais on voit bien que tout le monde a un intérêt dans l'affaire. Plutôt que de dire c'est à lui de payer, c'est national, l'État doit mettre 100%, on se dit qu'il vaut mieux s'entendre entre nous sur qui paye quoi, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'État, par exemple, ne va pas sur le contournement nord de Tarbes, qui est un projet porté et soutenu par le département. Ce contournement, effectivement, nord de Tarbes, rentre aussi dans l'attractivité de l'hôpital, puisqu'on imagine les gens qui habitent du côté de Rabastens, de Trie-sur-Baïse, qui auront aussi besoin de franchir Tarbes le plus rapidement possible pour arriver à Lannes. En fait, c'est tout le sujet de l'aménagement des territoires. Avoir des structures qui accueillent, quel que soit d'ailleurs, hein, c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour tout, mais il faut que ce soit desservi. Il faut de la desserte. Il faut de la desserte intelligente, pensée par rapport aux usages habituels, aux usages actuels, en fonction des réseaux et des moyens de transport utilisés. C'est vrai que parfois on parle écologiquement c'est sans doute bien, hein, de restaurer la ligne Bagnères-Tarbes, la ligne ferroviaire Bagnères-Tarbes, mais il faudrait mettre en place le pendulaire, être certain que les gens l'utilisent, que les horaires conviennent à tout le monde. C'est pas simple. Enfin, on voit que la SNCF, le choix des horaires et des transports, c'est pas facile. Donc c'est cohérent aujourd'hui, tous ces travaux de voirie. Je pense qu'il y a peut-être l'hôpital qui est un moteur, hein. On se dit, ah bah ça y est, on y est, on ne peut pas faire moins, ou il est temps d'y aller. Et moi, je trouve ça plutôt bien, vraiment, pour les gens de ce territoire, de se dire, bah maintenant je vais mettre moins de temps, j'aurai une desserte, je vais moins traverser de village, avec ce que ça représente, hein, pour les piétons, pour les enfants, pour les familles qui vivent dans nos villages, bah, plus avoir AD. Je pense qu'on l'a tous emprunté, hein, quand on arrive de Bartrès et qu'on veut reprendre la RN 21. Il faut faire attention de ce qui arrive à gauche, de ce qui arrive à droite. Parfois, il faut s'arrêter en plein milieu du terre-plein pour vérifier qu'il n'y a personne qui arrive à droite. Bon, c'est un peu compliqué. On ne se sent pas en sécurité. Et moi, je veux croire aussi, et c'est sans doute, alors là aussi, un pari, hein, mais si on n'était pas un peu optimiste, on ne serait pas préfet. Moi, je pense que tous ces aménagements-là, ils vont avoir vocation aussi à limiter tous ces accidents sur le réseau secondaire en ayant des routes plus adaptées. Quand les gens verront que c'est pas la peine d'accélérer parce que le trajet désormais est constant, sans embouteillage, fluide, on aura moins d'accidents sur certaines de nos routes secondaires. Donc cette déviation aussi sur le nord de Tarbes est bien partie, qui va rejoindre la route de Rabastens. Pour moi c'est facile, elle est portée par le département. Donc, c'est Michel Pellieu qui vous en parlerait mieux que moi. En tout cas c'est un travail qui a été discuté sur l'importance de ce contournement nord. Après là l'État n'intervient pas, c'est vraiment sous maîtrise d'ouvrage département. Très bien. Moi, ce que je vous propose, monsieur le préfet, c'est que les sujets que nous avons à rester à évoquer sont très intéressants. Donc, je vous propose de nous retrouver pour la semaine prochaine pour une émission où on parlera d'emploi, d'économie, des questions de sécurité avec une hausse des chiffres liés aux stupéfiants, notamment avec la consommation de cocaïne, la sécurité en montagne. Arnaud Paul, il adore la montagne et on va parler des chiffres. J'ai lu sur la dépêche et qu'il y avait plus de morts aujourd'hui en montagne que sur les routes. On en parlera. Et puis l'accessibilité dans les Hautes-Pyrénées et puis le plan Avenir Lourdes, où en est-il? Je vous propose de nous le retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Merci. L'heure de pointe, Philippe Subercaz.